Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Je vous imagine très nombreux à nous écouter, non seulement sur Canal FM à Lomé ici, mais également à Dapon sur Radio Courtoisie, à Niamtougou avec Radio Sama FM, à Bassa sur les ondes de Radio Daoul, à Sokoré par le biais de Radio Centrale FM, à côté de nous ici à Neho, Radio Lumière, et dans le monde entier, en Europe, en Asie, dans les Caraïbes, en Amérique, un peu partout, sur les ondes des radios numériques et de l'application Canal FM. Vous êtes toutes et tous les bienvenus au Club La Presse de ce jour. Nous sommes le mardi 28 juillet 2020. Il sonne 11 heures, passé légèrement de quelques secondes. À la technique, le duo Toméga, Victor Gwekoko Michel et Akucha Gérode. Au menu du Club de la Presse aujourd'hui, comme c'est jeudi, quelques informations light, légères de proximité. Pardon ? Mardi, donc quelques informations de proximité. Nous allons essayer de faire le tour des questions à la lumière des articles publiés par les journaux et les médias numériques. Un vieil ami que nous retrouvons aujourd'hui, Germain Doubidji, bonjour. Bonjour Sass, bonjour fidèles auditeurs, auditrices de Canal FM. Vous nous rappelez votre organe ? L'agence de presse Interface Presse. Interface Presse qui nous a publié des dépêches que vous allez commenter avec nous en compagnie de Eric Hugues Pakujo Johnson, l'Union pour la Patrie, bonjour. Bonjour Sass, bonjour chers confrères, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM. Et notre aristocrate Primus Docek Nouarlidja, bonjour. Bonjour chers amis auditrices et chers amis auditeurs, bonjour seul innocent du Togo et du monde entier. Et du monde entier. Ben, merci. Le seul innocent, Kodjo Tété innocent, Vifan Bolo. Adjala Maïto, Gaou, Gatragasi, Gagledo, Toto Assigno, Avodanou, Domozan. 3 points de suspension. Tout ça là pour toi seul. Et c'est pas fini. Eh bien, nous saluons une société qui est assise au quartier Higranawe. Il s'appelle Archive Plus. Nous saluons sa directrice, son directeur également et tout le personnel. Mesdames et messieurs, si vous nous suivez Archive Plus, vous avez le salut du Club La Presse Pakujo. Archive Plus, comme son nom l'indique, c'est une société qui travaille sur l'archivage, la documentation. Tout cela appelle à un devoir de mémoire. Devoir de mémoire qui est dans votre journal aujourd'hui, même si ce n'est pas à côté de nous ici. Vous nous transportez dans les relations entre la France et l'Algérie, une histoire très riche en péripéties, et la France vient de mettre sur pied un comité présidé par un scientifique pour essayer de faire un tant soit peu la lumière. La lumière sur les relations franco-algériennes qui, à cause des problèmes de mémoire, se dégradent au jour le jour, et surtout que jusqu'aujourd'hui, il y a encore des séquelles, surtout de la guerre d'Algérie, qui a conduit à l'indépendance de ce pays frère. Et je crois que c'est de bonne guerre. Si le nouveau président algérien lui-même a mis en place une commission pour faire la lumière sur tout ce qui s'est passé pendant cette période turbulente des relations franco-algériennes. Et le président français aussi se dit quand même qu'il faut que la jeunesse connaisse réellement cette histoire-là, parce que on n'a pas un document officiel qui parle réellement de ces moments-là, mais on a quand même des séquences de cette histoire. Donc le président français veut désormais que tout ça soit réuni ensemble et que réellement la lumière soit faite sur cette période de l'histoire entre la France et l'Algérie. Mais ce qui se passe ici, c'est que celui qu'il met à la tête de cette commission-là, il s'appelle Benjamin Stora, c'est un juif. Lui, il dit qu'il n'est pas un commis de l'État français.
mais qu'il a été appelé à cause de ses compétences pour faire ce travail. Vivement quand même que cette histoire-là soit élucidée et que les peuples français et algériens retrouvent de la sérénité et qu'ils travaillent ensemble pour le bien de l'humanité. La France qui vient de commettre l'historien Benjamin Stora pour scruter la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Pendant ce temps, l'Algérie met également en place une commission confiée également à des scientifiques, à des historiens pour établir la mémoire. Ce qui se passe entre la France et l'Algérie devrait nous interpeller aussi. Primus Dodjagenou. Mais oui. Ouais, quelle est la mémoire aujourd'hui du Togo? Est-ce que nous avons des archives qui retracent vraiment cette histoire? Est-ce que nous avons des bibliothèques où on peut aller la visiter? Est-ce qu'il y a un débat sur l'histoire du Togo? Un devoir de mémoire qui nous interpelle? Beaucoup. Mais en cette matière, moi je dirais que nous sommes très nuls. Même si après 30 ans, on nous a réécrit l'histoire, tenez-vous bien, des Togolais, parce que les historiens togolais ont des problèmes avec la genèse du Togo. Moi j'ai dit, mais c'est une aberration. Si le Togo n'a pas eu naissance, il n'y a pas de Togolais. Donc après 30 ans, on nous fait l'histoire des Togolais sans nous faire l'histoire du Togo. Mais c'est grave. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous regardez? Un déficit d'éducation à la citoyenneté. Les gens ne sont au courant de rien. Moi, quand j'entends ce débat sur le droit du peuple à élire, on oublie qu'au Togo, ici, en novembre 1966, le président Grenitzky a été contraint à la démission. C'est pas la volonté du peuple. Aujourd'hui, on nous raconte que une fois que le peuple a élu un président à la tête, à le sommet de l'État, il n'a plus cette possibilité de le démettre. Parce qu'il y a une constitution à respecter. Moi, je parle de l'histoire en général, mais ce que vous dites là, nous allons y revenir quand nous allons revisiter un peu la gouvernance politique au Togo, en Afrique de l'Ouest, mais devoir de mémoire... On n'en a pas. Alors que nous en avons besoin, ça me rappelle, au moment du projet Pascrena, il y avait un comité d'historiens coordonné par le professeur Nikwe Lodjou-Kaibo, qui avait écrit un livre que j'aime lire et consulter. C'est assez riche, mais l'histoire du Togo reste encore à documenter davantage. Merci à nos amis de Archives Plus qui nous amènent sur ce terrain. Eh bien, aujourd'hui, le mardi, c'est Art, Tradition, Culture. Nous aimons également partager avec vous des idées nouvelles. C'est pourquoi nous accueillons dans ce studio un jeune homme qui va se présenter à nous. Bonjour, l'ami. Bonjour, monsieur Sass. Eh bien, vous appelez monsieur Napo Tiedré. Napo Tiedré, Apoya. À la FIA. Eh bien, un jour, il y a de cela quelques mois, vous êtes venu me voir ici à la radio. Vous m'avez exposé une idée que j'ai trouvée assez originale. J'ai voulu que vous nous en parliez sur Club de la Presse, monsieur Napo Tiedré. Oui, eh bien, il s'agit du lavage à sec auto. Donc, le lavage à sec auto, bien sûr, c'est le lavage de voitures sans usage d'eau. Donc, nous avions eu à commencer, et après avoir croisé le blanc, c'était normalement pour la commercialisation du produit. Donc, quand nous sommes sortis sur le terrain, nous avons vu que ce n'était pas à la portée de toutes les bourses. Alors, certaines personnes arrivaient à se faire au moins bénéficier du bienfait de ce produit. Donc, on allait de maison en maison pour faire le traitement des véhicules de ces messieurs-là. Donc, par après, on a pensé, nous sommes deux, moi, le petit frère et le frère. Le frère s'appelle comment? De Napo Faré. C'est une affaire de Napo. Voilà. Une petite entreprise familiale. Donc, nous avons eu l'idée de faire bénéficier de tous ces bienfaits-là à celui qui souhaite quand même. Et c'est là nous avons eu l'idée de sortir sur le terrain. Et quel terrain? C'est d'aller de bar en bar pour effectivement faire découvrir qu'un tel truc est pareil, et est possible plutôt. Et c'est là nous avons commencé, mais ce n'était pas facile. Au début, des gens vous prenaient un peu pour des voyous, pour ne pas dire des voleurs. Voilà.
Donc, quand on allait vers eux, beaucoup ont pensé que c'était une manière de planter des caméras dans leur véhicule, soit de dupliquer des clés. Et quand même, il y a eu certains qui nous ont fait confiance. Et sans vous mentir, notre tout premier client, on l'a découvert dans le bar. Et le monsieur, il a beaucoup fait l'Allemagne. Quand nous sommes partis vers lui, il nous a fait savoir que les meilleurs produits qu'il connaît, c'est des produits allemands. Et on lui a fait savoir s'il pouvait nous donner cette possibilité de lui démontrer qu'il y a plus meilleur quand même. Et c'est là qu'il nous a demandé de le faire. Et c'était dans le bar devant tout le monde. Donc nous avons fait ça devant lui. C'est-à-dire que c'était le jour qu'il a découvert qu'il y a un produit qui peut laver le pare-brise, les vitres, et laver la carrosserie, cirer les jantes, travailler l'intérieur de votre voiture, le tableau de bord, tout ce qui est le confort, les portières. Donc, quand le monsieur tout de suite a vu le changement, parce que quand nous travaillons, vous allez découvrir que votre voiture a l'aspect maison. Oui, pas l'état maison. Beaucoup, quand on leur dit ça, c'est ça la première réaction. Mais nous travaillons ça devant vous. Nous travaillons votre véhicule, vous obtenez le vernis, sur le vernis, un miroir. Et c'est là, ça saute tout de suite aux yeux des gens. Donc le monsieur nous a tendu sa carte de visite. Si vous me permettez, je le salue de l'autre côté de Baguida. C'est le DG de la société de vente de voitures Parc Hollandais, Dom Boniface. Il est notre tout premier client et il nous a tendu sa carte de visite. C'est lui d'ailleurs qui nous a permis également de faire l'émission sur la TVT. Il a témoigné en tant que premier client. Sur 6 ans, nous avons travaillé sur son véhicule et il a dit toujours il revend ça à de bons prix. Et vous m'avez confié également que vous avez formalisé votre entreprise en passant devant le CFE. Et votre particularité, c'est que vous êtes une entreprise mobile. Vous travaillez de bar en bar, de société en société. Même on peut vous faire appel à la maison. Vous allez laver donc les véhicules à sec. Voilà. Donc, à la différence d'un lavage traditionnel, vous allez observer que chez nous, vous êtes là, votre véhicule est sale, vous nous faites signe, on vient vous mettre ça au propre. Et nous allons vous donner à peu près quelques bienfaits que nous apportons sur le véhicule. Observez bien votre vernis, le vernis de votre voiture. Quand on vous lave ça, il y a une couche très fine sur votre vernis que les chiffons qu'on utilise pour laver n'arrivent pas à dégager. Nous utilisons une serviette qui est faite de 2 faces. La première face, vous allez voir que elle est très douce. C'est avec elle nous arrivons à dégager cette couche. Peu importe la saleté de votre voiture, avec la boue, nous le faisons. Et c'est la différence. En Europe, ça se fait, vous-même, vous voyez leurs aléas climatiques. C'est très différent de chez nous en Afrique. Donc, nous autres, nous arrivons à le faire, que ça soit poussiéreux, soit avec la boue, nous arrivons à le faire. Donc, vous obtenez la protection contre la dégradation solaire, puisque nous avons eu à dégager cette couche très fine qui capte les rayons solaires et autres. Quand nous travaillons, quand vous obtenez le vernis, vous allez voir que le soleil est reflété. Donc, à part ça, vous avez la protection contre la plutôt la rouille. Observez bien vos portières, vous allez voir que souvent il y a la création de rouille au niveau des portières. Donc, nous travaillons tout ça là. Nous cirons vos jantes également pour éviter la taque de rouille. 2 jeunes garçons arrivés de leur bassard, perdus un peu à Lomé ici, sans moyens. Ils n'ont pas pu faire des études. Plutôt que de rester à mendier, ils se sont constitués en entreprise familiale Pronapo pour laver vos véhicules à sec. Ils ont commencé à écumer les bars. Maintenant, ils se rendent disponibles pour faire votre travail. La dernière fois, j'ai vu faire en moins de 45 minutes. Ils ont travaillé pour un client. Je laisse l'appréciation au client, mais j'ai souhaité qu'ils viennent nous en parler et peut-être ça vous intéresserait. Vous aiderez ces jeunes à se sortir de la misère, à créer une société qui fera
date, pourquoi pas. Eh bien, notre ami Napo Tchedre, si quelqu'un veut faire recours à vous, comment vous contacter? Tout simplement taper sur le 91 75 79 26, soit le 91 44 11 20 97 plutôt. Je reprends. Reprenez posément. Voilà le 91 75 79 26, soit le 91 44 11 97. Merci, c'est la manière du club La Presse de faire le zoom et de faire la promotion des idées originales. Aujourd'hui, c'est les frères Napo Tchedre, Napo Faré qui lavent votre véhicule à sec. Vous irez goûter à leur travail et vous partagerez avec nous vos impressions de cette... Oui, Primus de Tchè? Non, c'est des... Je t'avais envoyé il y a 2 jours une vidéo aussi, mais sûrement tu ne l'as pas visionnée. C'est dans le système francophone, on nous forme à la recherche de l'emploi. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il faut que vous avez un bon diplôme, une bonne licence, une belle maîtrise. Il faut aller faire la demande de l'emploi chez quelqu'un. J'ai l'honneur. J'ai l'honneur de venir très respectueux auprès de votre haute bienveillance pour demander un emploi. Et la personne s'assoit à la maison. Attendant qu'on l'appelle. Qu'on l'appelle, qu'il y a quelqu'un qui a un travail quelque part pour lui. Et on ne se met jamais soi-même dans une initiative privée de créer. Ce que les gens oublient, pour créer une entreprise, vous avez besoin d'une idée et pas d'un diplôme. Mais dans le système francophone, on fait l'inverse. On veut avoir un diplôme pour dire qu'on est capable avoir une idée pour créer son entreprise. Oui. C'est ce que font les frères Napo. Oui. Cela nous rappelle la pensée du jour qui dit « En cueillant grain à grain, vous emplirez votre panier. En cueillant grain à grain, vous emplirez vos paniers. » Ce que nous connaissons de façon populaire, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais il faut quand même que l'oiseau commence à faire son nid. C'est ce que les frères Napo font. Maintenant, de cette micro-entreprise, nous allons aux entreprises publiques d'État. Vous savez que la presse aime s'y intéresser souvent et nous en parlons au jour le jour. Aujourd'hui, c'est 2 journaux qui s'y intéressent. D'abord, Liberté qui nous transporte au port autonome de Lomé. Et Liberté dit y trouver une gestion et un management approximatif. Le journal indexe des pratiques qui contribuent à détériorer l'ambiance, mais aussi à plomber les recettes du port de Lomé. Il est mis en place, selon ce journal, des réseaux parallèles pour assouvir des appétits personnels au détriment de l'intérêt général. Les mots qui gangrènent le port de Lomé ont pour nom corruption, népotisme, concussion, gabégie. Le journal indexe même 2 personnes qu'il accuse d'être à cette manœuvre. De cette gestion qu'on peut condamner si les faits sont avérés, l'alternative nous fait visiter une expérience que le Bénin vient d'enclencher avec ce titre « Bonne gouvernance, nomination à la tête des sociétés d'État, des initiatives de Patrice Talon qui doivent inspirer ». Faure Gnassingbé écrit l'alternative. L'article dit ceci: « La bonne gouvernance au Togo est l'un des talons d'Achille de la gestion de Faure Gnassingbé. » Et au Bénin, il y a une loi qui vient d'être adoptée, une loi qui ordonne le recrutement des directeurs de sociétés d'État en lieu et place de la nomination et conditionnant la reconduction éventuelle de ces directeurs-là par des performances réalisées. En somme, avec cette loi, Primus de Tchè, le Bénin recommande désormais que les directeurs des sociétés publiques doivent être recrutés sur appel à candidature et non plus qu'ils continuent à être nommés comme jusqu'à présent. Oui, c'est la meilleure méthode. Parce que quand vous recrutez, vous avez quelle possibilité? Vous avez le choix entre plusieurs meilleurs candidats, ce qui vous permet de choisir. Alors que la nomination,
il n'y a aucun contrôle. C'est la personne qui nomme, qui juge de vos qualités et de vos compétences. Hein, vous voyez. Et je choisis l'occasion pour aller vous donner l'exemple politique aux États-Unis. Comment on a fait pour faire découvrir le président Bill Clinton? Le secrétaire général du Parti démocrate à l'époque, notre frère Don Brown, quand lui il est venu, il a constaté que quand on dit les primaires, c'est toujours les fils de riches qui déposent leur candidature et on les prend. Lui, il a dit non. Il a écrit à tout le parti en leur demandant, toute personne qui se sent capable de diriger les États-Unis en devenant son président, n'a qu'à poser sa candidature. Et curieusement, il a eu 1000 demandes venant du parti. Et c'est parmi ces 1000-là, il a créé une équipe pour scruter les CV de chacun, qu'on est tombé sur le gouverneur de la Kansas, que jusque-là personne ne connaissait, Bill Clinton, mais qui faisait des merveilles dans son État. Et on l'a pris, il a battu qui? Bush père. Donc, la méthode de recrutement au poste de décision et des entreprises de l'État est la meilleure. Merci. Alors, pour la gestion des cités d'État, il y a 2 écoles. L'école que vient d'inaugurer le Bénin, dont l'alternative que Patrice Talon vient d'opter pour la performance, alors que chez nous ici, c'est toujours du militantisme et de la médiocrité. Germain Doubidji, on ne va plus revenir sur le débat, la façon dont les médias et l'opinion jugent de la gestion des cités d'État, les phosphates, le coton, le porc, ceci et cela. Est-ce que le Togo peut également se mettre à l'école du recrutement des directeurs généraux sur concours? En fait, la question du recrutement, je crois que c'est une question essentielle. Il faut, en tout cas, s'y mettre avec beaucoup de tact pour pouvoir déceler les talents. Mais est-ce que c'est le recrutement ou la nomination qui est le bon procédé? Ça, c'est une question à débattre plusieurs heures. Parce que même dans le recrutement, il peut y avoir des biais. C'est-à-dire que on connaît d'avance celui qu'on va recruter. Non, le recrutement, généralement, un recrutement de ce ton-là est confié à un cabinet qui a une certaine expertise, une certaine renommée. Oui, je ne refuse pas, je n'en disconviens pas, mais il y a eu des recrutements où on sait que celui qu'on va recruter, c'est celui-ci ou c'est celui-là. Ça, on le sait, non. C'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat, c'est possible de le faire. Et on peut aussi nommer quand même des gens de compétents. Donc, je ne pense pas que c'est sur le procédé même que le problème se pose, à mon sens. Ça, c'est mon avis personnel. Je ne pense pas que c'est le procédé. Est-ce que c'est le recrutement ou la nomination qui est... Mais il faut en tout cas arriver à déceler les gens de bonne qualité. Et quand la personne de bonne qualité et alors laisser faire son travail sans avoir de recevabilité de celui qui l'a nommé ou celui qui a servi à le recruter. Mais si vous recrutez quelqu'un même qui soit un expert, quel que soit son profil, quel que soit, et que il y a des conditionnalités par après, on va encore tomber dans les mêmes travers. S'il y a des ingérences dans sa gestion et qu'il y a de recevabilité, c'est que c'est grâce à vous qu'il est recruté. Et donc, sur cet aspect-là, il doit le faire plutôt ici ou plutôt comme cela. Eh bien, les mêmes causes posées, les mêmes effets. Merci. On peut dire que le Togo a pris de l'avance sur le Bénin parce qu'il y a quelques années, le Togo avait procédé au recrutement du directeur général de la CET sur concours. Et non seulement, il y a également le directeur général de la NSCT, la nouvelle société cotonnière du Togo. Il a été recruté sur concours. Sur concours. Monsieur Kagni ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais moi, je dis que le phénomène de recrutement pose le problème de cahier des charges. Lorsque vous allez à un concours de recrutement, vous savez déjà ce qui vous attend à ce poste. Et vous devrez vous préparer en conséquence. Malheureusement, Patrice Talon a bien fait de dire que voilà, il faut recruter les gens. Mais attention, il y a aussi des phénomènes politiques qui entrent toujours en jeu. Il ne faut pas oublier ce côté-là, du fait que parfois les gens qui sont recrutés, lorsqu'ils n'ont pas une position politique claire, on leur met toujours les bâtons dans les roues
pour qu'ils n'évoluent pas, pour qu'ils ne réussissent pas dans leur mission. Et même au Bénin, on en a vu. Parce que c'est vrai, il y a des décisions politiques qui sont louables, qui sont appréciables, mais derrière ces décisions-là, il faut toujours regarder le politique. Au Togo, on a eu à recruter des directeurs dans les entreprises publiques, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Tout simplement parce que il y a déjà une équipe en place qui se dit « Ah non, nous, on aurait voulu que ce soit quelqu'un de notre camp qui soit nommé pour que nous puissions travailler. » Et à partir de ce moment, on bloque l'avancée d'une société. Justement, en la matière, l'autorité suprême qui aura opté pour le recrutement sur appel à candidature devrait baliser le terrain pour que le directeur recruté puisse avoir les coudées franches pour exécuter son cahier de charge. Ça, c'est pas évident. C'est pas toujours évident du moment où soit on recrute à tous les postes qui sont sous cette direction-là, on recrute également les directeurs centraux, les directeurs départementaux, etc., pour que le travail puisse bien se faire. Parce que généralement, c'est ce qu'on a vu à la CET, c'est ce qu'on a vu à la NSCT. Parce qu'il y a des lobbies qui sont formés et qui n'ont pas permis à ceux-là qui ont été recrutés de travailler dans de très bonnes conditions. Et les résultats sont là, malheureusement. Donc, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est une question de conscience générale. Il faut que la responsabilité dédiée à tous les postes permette quand même de faire avancer nos sociétés d'État. Oui, Primus, le Togo qui rivalise d'ardeur en matière de réforme économique, en matière d'innovation, il faudrait peut-être que le Togo franchisse le pas et aller là à recruter systématiquement les directeurs généraux des sociétés publiques sur appel à candidature, et comme ça on commencera vraiment à mettre le frein à la corruption, au népotisme, à la concussion, etc. Exactement, parce que quand vous recrutez quelqu'un, quelles sont les exigences? C'est d'augmenter la rentabilité de l'entreprise, de maximiser les bénéfices. Ça, ce n'est pas que je donne les exemples extérieurs et tout. Mais quand vous prenez Orange est une société qui appartient à l'État français. C'est Togo, France Télécom, qui a créé Orange. Donc, c'est pas une société qu'on gère comme une société privée. Il ne faut pas oublier que c'est une société anglaise. Hein? Non, Orange c'est français. Qui a été achetée par les Français, bien sûr. Ou DHL. DHL appartient à la poste allemande, qui appartient à l'État. Mais qu'on gère de façon comme si c'est une société privée. C'est-à-dire, vous recrutez la personne et le seul repère que vous lui donnez, c'est la rentabilité, maximisée. Oui, c'est ça. C'est pour ça que vous l'avez recruté. S'il n'atteint pas ce que vous le changez. Mais vous n'allez pas le recruter pour maximiser les bénéfices. Et vous le bloquez encore avec un comité qui l'attend pour le bloquer. Non, le problème, c'est pas l'État ou l'autorité qui bloque ce directeur-là à fonctionner. Mais ce sont des lobbies qui se créent dans cette structure-là, qui créent des problèmes à cause des conflits d'intérêts. Si vous me recrutez, qu'est-ce que je fais? Je coupe tout ce monde-là? Oui. On vous l'a coupé? Tu sais que c'est vous qui avez été recruté. Oui. Pour faire quoi? Pour faire mieux que l'équipe qui exécuter votre cahier de charge. Et tout ce qui aura été perçu comme obstacle à votre marche, vous les élèvez. Maintenant, si l'obstacle est intérieur, mais pourquoi moi j'ai été recruté? Le problème, mais il y a dans l'entreprise des intouchables. L'un après l'autre. Oui, Pakudio, terminé. Le problème, c'est que vous découvrez tout ça là. Mais je l'enlève après un longtemps. C'est-à-dire que c'est pas automatique. Ils ne viennent pas. Oui, allez-y, Pakudio. Ils ne viennent pas se montrer à toi qu'ils sont contre ton recrutement ou quoi que ce soit. Mais ils te mettent les bâtons dans les roues parce que le politique est toujours là. Le grand politique se plante toujours dans nos structures. Justement, c'est pourquoi je demandais à Germain, s'il vous plaît, l'option du recrutement
par appel à candidature doit être prise au plus haut sommet de l'État. Donc l'autorité politique, cette autorité politique ne devra pas être la première à se priver de faire des ingérences dans la société. Oui, c'est la première des donc il faut qu'il y ait des exigences, justement. Il faudrait qu'on laisse les coudées franches à celui qu'on a recruté. Maintenant, par exemple, vous venez dans l'entreprise, vous êtes recruté, il y a des intouchables qui, par exemple, ne rendent que des comptes au chef. Ne vous rendent pas compte, parfois. Il y a dans des entités où il y a des choses des choses difficiles qui se passent. Maintenant, vous n'avez pas le respect peut-être de certains de vos subordonnés. Le respect s'impose. Oui, s'impose, mais il y a des trucs qui se font que vous n'avez pas toujours la même mise. Si vous êtes dans cette condition, vous ne pouvez que vous soyez nommé ou recruté, vous avez des difficultés. Donc c'est le système en entier qu'il faut peut-être repenser, qu'il y a une volonté politique. Il y a une volonté politique affichée et qui permet à ce que ceux qui sont recrutés. Maintenant, oui, ceux qui sont recrutés aussi doivent peut-être avoir le courage de démissionner si ça ne va pas. Mais parfois le poste peut-être est juteux et donc on s'y accorde. Oui, c'est très simple. Si vous me recrutez et que moi je rentre dans la société, la première des choses que je fais, c'est ce qu'on appelle le SWOT analyse. Oui. Je fais analyser les lourdeurs de l'entreprise dans laquelle je viens de rentrer. On est d'accord. C'est la première des choses. On est d'accord. Et voilà. Mais si j'ai le plein pouvoir, je dégomme. Et j'avertis celui qui m'a recruté que ces lourdeurs, si on ne les enlève pas, je ne peux pas faire mon boulot. Eh bien, ce n'est que des options que nous présentons ici. Il revient à l'autorité suprême de choisir le schéma le meilleur pour que nous arrêtions quand même de parler chaque fois de détournement de deniers, de corruption, de conclusion et de ces entreprises-là qui font plutôt notre honte alors qu'elles devraient faire notre fierté. Est-ce que la solution, parfois, c'est pas la privatisation aussi? Bon. C'est une forme de privatisation. Il y a toujours débat. Voilà. C'est-à-dire que lorsque vous êtes autorité et vous vous rendez compte qu'il y a fuite de capitaux où les résultats ne sont pas dans les normes, mais la privatisation permet, en ce moment-là, de mettre de côté ceux qui ne peuvent pas faire fonctionner l'entreprise. Tout simplement. Moi, je trouve que même quand on recrute, on va recruter quelqu'un, peut-être, qui n'est pas de la structure, qui est peut-être un bon gestionnaire, mais c'est une sorte de privatisation aussi. Et c'est très important. Merci. On aura beau privatiser, mais il demeurera toujours des domaines régaliens de l'État dans la sécurité publique. Sécurité publique, ici chez nous, c'est la police et la gendarmerie. Hier encore, nous en parlions. Et puis pendant que nous étions ici au studio, il se produisait des scènes d'une certaine violence à Thiévié. Et c'est après que l'émission que nous sommes tombés dedans, d'après les coupures de journaux, il serait plutôt question d'une bavure policière. Germain Doubidji, votre agence Interfax Presse vous en parlait ce matin avec ce titre: bavure policière, un vieux blessé dans la traque du carburant frelaté à Thiévié. Bien évidemment, hier, nous avons eu l'information sur le coup de 9h et nous avons fait les recoupements, effectivement, à Thiévié. On a eu une journée heurtée, effectivement, parce que il y a eu une bavure, un policier dans la traque de ceux qui, en tout cas, commercialisent illégalement le carburant, ont fait usage de leur arme, et un vieux assis à côté de l'étalage d'un vendeur d'essence a eu la malchance d'être victime d'une balle tirée par un agent. Et donc, dans la foulée, les jeunes de la localité n'ont pas voulu se laisser faire et il y a eu grabuge. On a eu des poulets qui ont été brûlés sur la nationale numéro 1. L'ordre était revenu par après. Et aujourd'hui, nous apprenons effectivement que le vieux a regagné son domicile. Il n'a pas succombé à sa blessure. Il n'a pas succombé à sa blessure, selon les informations que nous avons reçues du venant de Thiévié. C'est une bonne nouvelle. Effectivement. Eh bien, donc, hier, les policiers qui traquaient le commerce illicite Boudé, malheureusement, une balle perdue est allée faire une victime collatérale, ce monsieur qui ne participait pas à ce commerce, d'après les informations que nous avons eues. Et la réaction a été ce que nous a décrit tantôt Germain Doubidji. Ça a été chaud hier à un certain niveau. Liberté aussi en parle aujourd'hui, qui écrit tir à balles réelles sur les civils.
l'hypocrisie du gouvernement face à la gâchette facile des forces de sécurité. L'alternative en perle aussi avec ce titre qui dénonce cette bavure policière. Pakudio, Dieu merci, le calme est revenu depuis Atchévier et surtout, le vieux n'a pas succombé à ses blessures. En tirant sur le vendeur de boulet, quelle était l'idée de cet agent de la police? C'était pour tuer ou blesser ou faire quoi? Alors que depuis quelque temps, je pense que l'autorité a intimé l'ordre aux agents de sécurité de traquer, d'arrêter, mais pas de tirer sur des gens qui sont en train de faire un commerce illicite, soit-il. Mais quand tu tires, et malheureusement c'est un mauvais tireur, et il a tiré... En d'autres temps, on aurait parlé d'un tirailleur. Et donc, sa balle va tomber sur un vieillard qui n'avait rien à foutre dans cette histoire de vente d'essence frelatée. Et donc, hier, automatiquement, les jeunes se sont organisés pour bloquer la nationale numéro 1. Et on n'a pas compris ce phénomène. C'est-à-dire que il y a eu une bavure. Mais en quelques minutes, la nationale numéro 1 était bloquée. Et donc, je me dis qu'il y a forcément beaucoup de choses qui sont derrière cette manifestation. Et il va falloir que les agents de sécurité fassent extrêmement attention. Lorsque vous traquez quelqu'un qui n'a pas d'arme sur lui, mais ne tirez pas. Ne tirez pas. Déjà, il a abandonné son étalage. Comme ça se fait ailleurs. Celui qui était recherché. Oui. Mais pourquoi tirer? Pourquoi tirer? C'est incompréhensible. Et voilà ce que ça a engendré. Il faut que l'autorité commence par sévir par rapport à ces comportements de ces agents-là qui ont la gâchette facile. Parce que c'est pas normal. Vous traquez un individu, il court. Mais si vous n'arrivez pas à l'attraper, mais vous avez tous les moyens pour le rattraper plus tard. Ce dernier épisode, les agents de sécurité qui ont la gâchette trop facile, et en d'autres circonstances, on a vu les autorités, depuis les ministres, le ministre de la Sécurité, depuis les réunions de la gendarmerie, de la police, qui disaient qu'ils n'avaient aucunement donné l'ordre à leurs agents de tirer trop facilement, mais on a encore eu ça hier, et comme l'écrit si bien Liberté à la page, dans la rubrique libertinage ou caricaturement, ce qui s'est passé hier à Tchévier gâte encore le nom au ministre de la Sécurité. Oui, moi j'ai l'impression que même nos émissions ici ne servent à rien. Le petit Mohamed qu'on a tué à Védji, ça fait pas encore 3 mois. Ça fait pas encore 3 mois. Que déjà, un autre policier sort encore son arme pour tirer sur quelqu'un. Non, nos émissions de sensibilisation ne servent à rien. On a l'impression que l'autorité se fiche de la gueule des citoyens. La police et la gendarmerie... Non, pas toujours l'autorité, parce que je l'ai rappelé, l'autorité a été toujours la première à condamner ces actes. Maintenant, le problème, comment est-ce que ces agents se permettent toujours de contrevenir régulièrement aux instructions des autorités? Vous n'allez pas me dire que nos agents... À l'entrée de Tchévier, vous avez l'école nationale de police. Oui. On les forme à quoi? Nous en parlions hier en bien. On les forme à quoi? À tirer sur les gens? C'est la formation qu'ils reçoivent? Non, du tout. Maintenant, quand ils sortent, ils tirent sur les gens et puis il n'y a rien. Et c'est le peuple qui est dans la rue pour brûler les pneus et demain il recommence. Et la CNDS,
Elle les sensibilise à quoi? Justement, la CNDH, nous en venons parce que cette bavure d'hier nous rappelle celle d'autrefois, le cas de Mohamed à Veji, Sun City, mais en 2019, il y avait un autre cas qui avait défrayé la chronique. La police qui avait rendu public le communiqué que deux supposés braqueurs venaient d'être abattus dans la zone portuaire. Oui, l'une de ces victimes-là, c'était le fameux cimetière. Et quelques jours après, c'était la famille de ces deux-là qui avait pris le courage pour dire que leurs garçons n'étaient pas toujours des champions en civisme et moralité, mais ils n'avaient pas été... ils n'étaient pas en campagne de cambriolage ce soir-là. Ça a fait polémique au point que la CNDH s'est auto-saisie de cette affaire. Nous en parlions hier, mais nous y revenons parce que Pakujo, l'Union pour la Patrie, est revenu là-dessus. Vous écrivez affaire des présumés braqueurs abattus le 28 juillet 2019. La Commission nationale des droits de l'homme cite l'opinion publique. Oui, la CNDH a mené ses enquêtes. La CNDH a rendu public son rapport tout récemment. C'était le 5 décembre dernier. Donc, la CNDH a démontré qu'effectivement, ces jeunes-là n'étaient pas pris en flagrant délit de braquage. Donc, ils n'étaient pas concernés par le braquage dont la police a parlé. Donc, ceux-là, ils ont été appréhendés et après, on a appris qu'ils ont été lâchement tués. Et donc, la CNDH demande que la lumière soit faite aujourd'hui sur cette affaire parce que si c'est la police qui a arrêté ces jeunes-là et qu'après on les retrouve morts, ça veut dire qu'il y a eu bavure policière. Et donc la CNDH demande que ces agents indélicats soient traduits devant les tribunaux réglementaires dans notre pays. Merci. Le résumé de ce rapport que publie l'Union pour la Patrie aujourd'hui évoque quand même quelques épisodes, notamment le rapport parle de la descente des hommes dont certains en tenue de soja, selon les témoignages des familles, des hommes en tenue de soja étaient allés rechercher les deux victimes de cette affaire-là déjà le jeudi 25 juillet, soit 2 jours avant leur tragique mort. Et le rapport parle également de l'enlèvement du dénommé cimetière et de son camarade d'infortune Dépôt dans la nuit du 27 juillet 2019. Après, le rapport évoque les circonstances de la mort des présumés braqueurs, également la responsabilité du GIPN, c'est le groupe d'intervention de la police nationale, dans la descente au domicile de cimetière le 25 juillet 2019. Plus loin, on y lit la responsabilité du GIPN dans l'enlèvement des présumés braqueurs le 27 juillet, et puis la responsabilité d'autres personnes susceptibles d'être auteurs de l'enlèvement des présumés braqueurs. Et pour finir, la Commission nationale des droits de l'homme recommande aux gardes des Sceaux l'ouverture d'une enquête judiciaire pour faire toute la lumière sur les zones d'ombre, au ministre de la Sécurité et de la Protection civile de garantir la sécurité de tous les parents témoins qui sont intervenus dans le cadre de cette enquête. Quelque part, Germain, on peut dire que la CNDH s'est auto-saisie. Elle a fait son travail. Maintenant, la balle se trouve dans les camps du ministère de la Justice. Oui, la balle se trouve dans le cadre du ministère de la Justice et de la Justice aussi. Mais je voudrais relever que, en fait, si moi j'ai lu la CNDH n'a pas pu recueillir les informations prouvant qui établissent que ce sont les membres d'un tel corps ou d'un autre corps qui ont fait la forfaiture. Donc c'est juste cet élément que je voudrais ajouter. Mais somme toute, je crois que c'est le travail fait par la CNDH, c'est un pas quand même, parce que au moins sur le fait que les individus étaient enlevés chez eux, même si on dit c'est pas des personnes en habit de soldat sans fil, c'est que ce sont des gens d'un corps ou d'autres, mais au moins sur cet aspect-là,
là parce que ça avait créé de remous, on n'avait pas, et donc on situe l'opinion du moins que ils s'étaient enlevés chez eux. Donc maintenant, la barre reste dans le cas des autres institutions et on verra ce qui va se faire par après. L'alternative, analysant ce rapport, écrit plus de zones d'ombre que de lumière, pendant que Liberté fait un titre presque similaire. Le rapport de la CNDH, plus douteux que la version de la police. Maintenant, la police a rendu public son communiqué. La CNDH a publié son rapport. Maintenant, on verra la suite qu'en donneront la justice et surtout le ministère de la Sécurité. Primus ? Oui, on peut utiliser... La CNDH aussi a été créée par l'État, non ? La police aussi appartient à l'État. Pourquoi on ne peut pas utiliser la CNDH à titre préventif ? Et elle attend qu'on tue les gens, puis elle va faire des enquêtes qui ne nous éclairent pas non plus. Elle peut aller participer à la formation des policiers. La CNDH, depuis à Goïbo jusqu'à Mme Nakpapolo, a toujours fait des séminaires pour former sur les paradigmes de la paix, le respect des droits de l'homme, dans le maintien d'ordre. On peut l'incorporer à l'École nationale de police. On forme les policiers sur les droits du citoyen. C'est tout ça là, c'est ce qui se fait. Non, la CNDH, dans le rapport 2019 de la CNDH, laisse-moi finir. La CNDH a fait cas de ces formations. Tout ça, c'est un déficit de citoyenneté. C'est-à-dire que on ne nous éduque pas à connaître les rapports qui doivent exister entre nous et l'État et vice-versa. Mais Primus, moi j'ai eu le privilège de participer à des ateliers, à des séminaires de formation. La CNDH en fait déjà. Oui. Peut-être qu'on va lui demander d'en faire davantage. Mais Primus, en dehors de la CNDH, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de formations qui continuent à se faire sur le respect des droits de l'homme dans le maintien de l'ordre. Demandez à un bachelier quels sont ses rapports avec l'État en tant que citoyen togolais. Ils n'en savent rien. Je dirais qu'il a fait série. Il a fait série. Il a fait série à 4, il a fait série D. Oui, justement parce que la formation civique a été arrêtée. Pourquoi dans les classes. Mais ça là, on a quand même un ministère chargé de la formation civique. Le ministre moi. Je sais pas, vous ne connaissez même pas le ministère qui est en charge de ce département. Vous-même, il y a du travail à faire. Non, c'est le ministère des droits de l'homme. Non, mais pour être plus sérieux, le rapport de la CNDH par rapport à cette affaire-là, c'est que la commission a réussi à déterminer qu'il y a des gens qui sont venus en tenue de soja. Oui, je ne refuse pour pas. Enlever ces jeunes-là de leur domicile et les placer sur la route de les GIGN. Donc, c'est à partir de ce moment que ces enfants ont été finalement tués. Donc, la CNDH n'est pas en mesure de dire clairement par rapport à ce qui s'est passé, de faire justice. C'est pour ça que la CNDH renvoie cette affaire-là au niveau de la justice pour que la lumière soit faite. Parce que seule la justice peut approfondir cette affaire pour établir la vérité. Le ministre Foli Bazi Katari a été... Vous l'avez entendu parler de la formation. Primus, restons dans la logique de ce que nous disons. Le ministre Katari, justement, Foli Bazi, c'est le ministre en charge de la formation civique. Je sais, si vous relevez qu'il ne fait pas beaucoup, alors dites-le lui directement. C'est ce que je dis, non? Merci beaucoup. Eh bien, on va continuer. Donc, ce rapport de la CNDH fait l'objet également d'une dépêche de l'agence Interfax Presse. Et comme on voit, les uns établissent les faits, les autres continuent à émettre des critiques, même sur le rapport de la CNDH, à l'e-liberté, l'alternative. On comprend que ces deux journées auraient souhaité que la CNDH alla beaucoup plus loin. Bon, maintenant, quelle est la suite que la justice va donner ainsi dans les jours à venir? Nous parlions tantôt des sociétés d'État. Il m'a échappé d'évoquer cet article, Jamais Douboudji. Vous parlez d'une société d'État aussi, la TDE. Bon, vous ne parlez pas de la gestion, mais d'une cession
que cette société abrite ou coordonne actuellement? Oui, justement, c'est la quatrième réunion du conseil scientifique et technique de l'Association africaine de l'eau qui est prévue du 27 au 29. La session est parrainée donc par la Togolaise des eaux et a démarré effectivement hier par visioconférence. Donc la rencontre est passée sur le thème mécanisme de maintien de la qualité des services d'eau et d'enseignement en Afrique et résilience en période de crise. Donc, il y a plusieurs panels. Le DG de la TDE au Togo, Bati Yawank, mais aussi a animé un panel et il a fait remarquer que le thème est en adéquation avec la situation de l'heure. Mais on dira à la TDE que ce n'est pas sur le terrain des conseils scientifiques qu'on l'attend, mais sur la fourniture de l'eau en quantité et en qualité à un prix. Alors, tout le monde conviendra que la TDE est très loin de ce que nous attendons d'elle. Germain? Donc, en tout cas, en cette période de Covid, la TDE a fait des aménagements pour permettre à ce que les citoyens puissent avoir de l'eau en qualité et en quantité pour quand même faire les mesures barrières, surtout le problème de lavage systématique des mains et tout. Mais aussi, il y a une question de scientifique dans la question, parce que lorsqu'on doit quand même produire de l'eau de qualité à la population, il y a des techniques scientifiques qu'il faut. Donc, en cette période de résilience, de crise sanitaire, tous les aspects de la problématique sont nécessaires à prendre avec beaucoup de tact, la question du coût, mais la question de la qualité aussi. Merci. On va terminer par la sous-région ouest-africaine. L'actualité dans la sous-région, c'est la crise au Mali. Et pas plus tard qu'hier, les chefs d'État de la CEDEAO, ils étaient 15, s'étaient réunis en visioconférence pour réfléchir et sortir le Mali de la crise. Les résultats de ce sommet, nous la connaissons depuis hier. La réaction également de l'opposition, nous la connaissons. Primus Dochegenou. Non, la crise du Mali nous montre que, curieusement, tous les présidents de la CEDEAO ne sont pas capables de résoudre les problèmes d'un seul pays. Ils sont allés soutenir le président en question, Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. C'est quand même curieux qu'on nous dise qu'un président élu est la représentation de la volonté populaire, puisqu'il a été élu par le peuple. Maintenant, quand le même peuple lui demande de quitter son pouvoir, il dit non, qu'il a déjà été élu, donc on ne peut pas. Et nos chefs d'État viennent confirmer qu'on ne peut pas démettre un président élu quand le peuple le réclame. Moi, je n'ai jamais compris ça. Oui, vous ne comprenez pas, mais vous savez, Primus, qu'il y a toujours un débat sur le peuple. C'est qui le peuple? Est-ce que c'est l'ensemble de tous les Maliens qui demandent aujourd'hui que Ibeka parte, ou bien c'est une partie? C'est un débat philosophique. Non, ce n'est pas philosophique. Non, laisse-moi terminer. C'est-à-dire, tout président n'est jamais élu par 100% de sa population. C'est toujours une partie, une fraction de ce peuple qui l'élit. 32%, 33%, 35%, 36%. Même moins des fois. Même plus, même moins des fois. Et une fois que ce pourcentage est prononcé, on dit au nom du peuple. Oui, non, merci beaucoup. Ce que je voudrais dire. Quittons le débat philosophique, mais maintenant sur l'action politique. Voilà, la proposition des chefs d'État de la CEDEAO, c'est que le président Ibeka reste en place, mais que les 31 députés qui font l'objet de contestation, qu'ils démissionnent, qu'on procède à des élections législatives partielles et que le gouvernement, que Ibeka réfléchisse à un gouvernement d'union nationale. Oui, effectivement, ce sont des propositions, je crois que, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, les propositions ne sont pas totalement reçues par l'opposition. Donc, je crois que la crise va peut-être perdurer. Vous ne voulez pas qu'on revienne sur les débats politiques, les débats philosophiques, mais je voudrais juste faire remarquer que nous sommes dans nos démocraties, on parle de démocratie indirecte. À l'essence même de la démocratie dans la Grèce antique, on n'était pas dans la démocratie indirecte, c'était une démocratie directe et on était dans les agoras et le peuple désignait, en tout cas statuait sur des questions. Mais on a vu par après que ce n'était pas bien parce que sous l'effet de la passion et tout, on pourrait prendre des décisions sous la contrainte populaire, mais qui ne sont pas aussi les bonnes. On peut démettre quelqu'un aussi de tout ça. Donc c'est pour ce qu'on a refusé. Maintenant, on est dans la démocratie indirecte où on élit les représentants du peuple pour des temps donnés. Et donc pour la stabilité de la démocratie, même pour la force des institutions, on ne peut pas aussi quand même se donner à des
temps, des périodes sous le contrainte de la population et d'émerger juste là. Ça va faire une mauvaise jurisprudence à mon sens qu'on ait la latitude d'émerger à tout le temps. Donc les présidents, je crois, de la CEDEAO et tout, ne peuvent pas quand même, à mon sens, accepter de cela, puisque nous sommes dans une démocratie indirecte et les contraintes même de la démocratie imposent que les présidents aient un laps de temps pour lesquels ou les députés. Oui, Primus, vous voulez ajouter quelque chose? Et donc, c'est ce que je jeune frère, je vais rester très poli. Je l'ai été aussi. Et je ne vais pas prendre le ton doctoral. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Pour faire aller en guerre en Irak, le premier ministre Tony Blair est parti à l'Assemblée de son pays dire que Saddam Hussein avait des armes nucléaires de destruction massive. Et on lui a donné la permission. Après la guerre, ce même Parlement s'est rendu compte que le Premier ministre a menti. Et aussitôt, il a été démis de ses fonctions. Aussitôt. Et on a élu une autre personne à sa place. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple constate l'insatisfaction des prérogatives qu'il a données dans l'exercice de ses prérogatives. Il vous demande. Oui, maintenant, il n'y a pas de Oui, allez-y, monsieur Primus. Ça fait longtemps que vous devez vous parler, mais comme la parole à Eric Johnson, voilà la situation au Mali, les propositions de la CEDEAO que l'opposition au Mali ne semble pas beaucoup approuver. Oui, c'est tout à fait logique. Vous savez, moi j'ai remarqué un truc dans les oppositions dans nos pays. Lorsque vous organisez une manifestation pour réclamer des choses de droit, au fur et à mesure qu'on avance, j'ai comme l'impression que les opposants, les dirigeants de ces oppositions-là, montent les enchères. On est parti d'une réclamation électoraliste, on aboutit à la démission, à la demande de démission d'un chef d'État. Si l'opposition malienne, avec l'imam Diko en tête, était resté sur la revendication de départ, je pense que le pays là ne serait pas dans cette crise-là aujourd'hui. Vous parlez de la gouvernance. Vous dites que les choses ne vont pas bien dans le pays. Et vous bloquez le pays pendant des semaines. Alors, pensez-vous que vous faites du bien au peuple? On est en train de créer une nouvelle jurisprudence au Mali. Pourquoi? Tout simplement parce que le président Ibeka a été élu démocratiquement. On ne peut pas aujourd'hui demander la démission du président Ibeka et du moment où la constitution malienne n'a pas prévu cette phase où on fait démissionner un président et on le fait remplacer par qui? Qui sera le remplaçant légitime du président Ibeka s'il démissionnait aujourd'hui? Alors, les chefs d'État, c'est tout à fait normal par rapport à la constitution malienne que les chefs d'État demandent que le président soit là, que les députés qui ont été élus frauduleusement démissionnent et qu'on organise de nouvelles élections législatives partielles pour remettre en place Sinon, je ne vois pas. Merci. Il va être midi. C'est vrai que ces différentes écoles, les gens peuvent nous rappeler ce qui s'est passé au Burkina Faso en 2014-2015. Mais il y a d'autres exemples également qu'on peut évoquer en Afrique un peu partout. Oui. Mais ce qui est essentiel, c'est que le Mali est déjà un grand malade. Ce grand pays qui fait face
a des velléités djihadistes. On soupçonne même des volontés étatiques venues de l'extérieur. Il y a un terrorisme extrêmement violent qui se développe dans ce pays. Alors, si à cela vient s'ajouter une crise politique, et que le Mali se retrouvait sans gouvernement, est-ce que ça ne peut pas être la porte ouverte à toutes les incertitudes de la sous-région? Chacun peut y aller de son avis, mais il est midi, nous allons souffrir un peu et nous allons nous ouvrir à vous. 93.5 Canal FM. Autour de la table, Germain Doubidji, Eric Hugues Johnson, Primo Dotiegenu et notre ami Napo Tchedre. Nous avons parlé de plusieurs sujets, l'un ou l'autre vous a sûrement intéressé et sur lesquels vous souhaitez réagir. Eh bien, nous nous ouvrons à vous. Bonjour l'ami Ali. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Saf. Ça, monsieur? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Saf et bonjour à tout le monde, à tous les invités. Merci. Oui, pour moi, quand on prend le cas de la nomination des DG de société, je pense que nous faisons fausse route parce que le président, il est élu, donc il est le seul responsable. Donc à lui de voir s'il veut prendre des cabinets pour recruter ou bien veut nommer les directeurs de société. Parce que lorsqu'il y a un problème, c'est lui seul, au fini, c'est lui seul qui sera le responsable. Faut pas qu'il vienne nous dire après que non, ils ont recruté celui-là, ils n'ont pas cabinet, c'est pourquoi ça n'a pas marché. Il vient avec son administration, il travaille, ça marche, il est responsable, ça ne marche pas, il est responsable aussi. Non, vous parlez du président de la République. Du président de la République. Il vient avec toute son administration, il nomme les directeurs de société d'État, il est le seul responsable. Si ça marche, c'est lui qui est responsable, ça ne marche pas, c'est lui aussi qui soit responsable. Alors justement, devant les échecs plus ou moins récurrents des sociétés publiques, votre avis là-dessus? Soit on les privatise, soit on les privatise. Et c'est pas nous qui allons payer demain. S'ils privatisent, moi je suis pour les privatisations. S'ils vendent les sociétés d'État, ils font des dettes à celui qui a payé le seul responsable. On ne laisse pas les sociétés publiques qui créent des dettes et nous allons payer après. Mais la société publique, oui, qu'elle reste dans le giron national ou bien qu'elle soit privatisée, c'est quand même le patrimoine national. Oui, d'accord, mais si par exemple on prend le cas de la Sotoko, il fait partie du patrimoine national, le président n'a qu'à nommer le directeur. C'est lui le responsable parce qu'on a élu quelqu'un pour diriger le pays. Parce qu'après, tu vas nous dire que non, le type a été recruté, donc il n'est pas responsable. Il vient, comme aux États-Unis, il vient avec son administration. C'est ce qui se passe aux États-Unis, il vient avec son administration, il gère comme bon lui semble. Et c'est lui, à 5 ans après, c'est lui qui est responsable, il va nous rendre compte. Merci. Allô? Oui, c'est monsieur? Didier, merci beaucoup. Puis aussi, oui. Et puis pour la CNDH là, pour le cas de la CNDH là, bon, quand est-ce que la CNDH pourrait mener aussi une enquête pour le jeune qui a été tué à un barricade lors des élections lors des élections présidentielles ou je pense présidentielles? Je sais pas si mais maintenant que la CNDH a commencé à sauter ses îles, espérons qu'elle pourra ouvrir tous les dossiers sur lesquels nous les attendons. Oui, et aussi pour le Mali. Ok, et terminer je pense que dans un état normal où tous les élections marchent bien, la coalition marche bien, il n'est pas normal de demander à un président en cours de mandat de démissionner. C'est parce que la Cour constitutionnelle ne fonctionne pas bien que c'est arrive. On prend le cas du Togo. La Cour constitutionnelle nous a fait des milliards, mais chaque fois le président reconduit le président de la Cour constitutionnelle. Vous voyez combien ils nous ont fait dans les procès de ANC, Tacha. On a payé des milliards, mais on les reconduit chaque fois. Voilà le problème de la gouvernance. Merci. Ça me rappelle ce titre du journal Liberté qui écrit « Accession au pouvoir par coup d'État constitutionnel, les pays francophones de la CEDEAO, champions en tripartite aigu ». Allô? Oui, l'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour, c'est Commis. Oui, allez-y. Monsieur Sass, moi je suis contre les privatisations. C'est votre droit. Parce que dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand on finit de privatiser, ce sont les Togolais qui continuent de souffrir. La preuve, si on privatise Canal FM, c'est toujours ça ce qui va Canal FM, c'est société à 100% privée. C'est un exemple que je donne. C'est ça ce qui continue pas bien travailler et l'étranger ne fait absolument rien et c'est lui qui empoche les grosses primes. C'est lui qui est bien payé au mépris du Togolais. Or qu'on a plus de talent que l'étranger en question.
Donc, c'est l'impunité qui n'est pas réglée qui continue cette affaire-là. Ce n'est même pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est la question de l'armée qui m'intéresse. Il me semble qu'il y a des intrus dans l'armée et que à cette question, seuls les dignifiés de l'armée qui savent qu'ils portent vraiment le treillis, qui peuvent hausser le ton pour qu'on puisse déguerpir tous ces intrus-là. Si on va à une intervention, ça veut dire que dans leur formation, ils n'ont pas l'art martiaux, c'est-à-dire je peux aller corps à corps avec quelqu'un, le maîtriser, le ramener pour la police. Il n'y a pas cela. Et autre que ça, les interventions, si je me rappelle du temps passé, 2017-2018, où sont les miliciens? Où sont les miliciens? Où est-ce qu'ils ont été? Ils sont gardés où? À ce jour, si on peut prendre un Togolais, le tuer comme ça dans la rue, ça donne du ridicule au niveau de l'armée. Ça veut dire qu'il n'y a pas une formation adéquate. Donc j'interpelle dignement ceux qui savent qu'ils portent le treillis et qui se taisent sur cette complicité, n'ont qu'à venir nous éclaircir. Merci. Question délicate que nous renvoyons aux autorités en charge de la sécurité publique. L'auditeur suivant. Bonjour. Oui, bonjour. Comme l'a dit David, bonjour. Allez-y. Oui. Oui, j'interviens au sujet de la crise malienne. Mais les chefs d'État de la CEDEAO qui étaient venus la dernière fois soutenir le président, mais je me pose la question. Au moment où les crises commencent, pourquoi ils ne viennent pas éteindre le feu et ils attendent que le feu s'allume d'abord? Et il brandit comme argument que le président est élu démocratiquement et pas de la légalité. Or, certains présidents de la sous-région, leur constitution, c'est le peuple qui vote les constitutions. Et ces mêmes présidents tripatouillent les constitutions et ces chefs d'État se taisent. Et après, les crises naissent. Et maintenant, ils viennent soutenir ces gens ces présidents en question. Vous ne voyez pas que les chefs d'État se ridiculisent. Merci. Je vous en prie, comme l'a dit David, comme l'a dit, les chefs d'État joueraient plutôt soit à des pompiers pyromanes ou bien ils laisseraient les crises naître avant de vouloir réagir. Oui, l'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, monsieur Sasseur. C'est monsieur? C'est monsieur Ibrahim. Ibrahim. J'ai tenté de vous joindre depuis la semaine passée par rapport à la secte. Dieu soit loué, vous êtes en ligne aujourd'hui. Franchement, je dis bonjour au plateau. Et j'aimerais revenir sur la secte qui s'est passée dans les écoles où les vidéos ont circulé. Ok, allez-y rapidement. Ouais, monsieur Sass, je me rappelle quand j'étais encore sur les bancs, une loi qui faisait amener que les élèves devaient se coiffer, avoir des tenues décentes avant d'aller à l'école. Où est passée cette loi? Nous prenons l'exemple du Bénin, parce qu'à chaque fois qu'il veut nous parler, il nous parle des autres pays. Mais il peut aussi prendre référence le Ghana ou le Bénin par rapport à la tenue scolaire. Je vais attirer l'attention par rapport à l'habillement de nos jeunes sœurs et de nos jeunes frères qui vont à l'école. Il faut que cette loi soit réactualisée pour la rentrée prochaine, que ce soit pour le privé ou pour les officiels. Merci. Merci. Donc, revoir la tenue, les coiffures, l'habillement en général des élèves. Merci beaucoup. L'auditeur suivant, bonjour. Alors, bonjour, Sass. Oui. C'est M. Kolani depuis Agouar. Ah, ça fait un petit moment. Oui, mon frère. Oui. Je salue vos frères sur le plateau. Nous vous saluons aussi. Oui, moi, toutes ces questions de privatisation-là, c'est la mauvaise gouvernance. Ça, si nous sommes contre ce régime, le chef de l'État en particulier, c'est cette mauvaise gouvernance, la non-transparence. Exemple, quand on me dit qu'on nomme quelqu'un qui ne rend pas résultat, ou bien on nous dit que cette société est tombée faillite, société d'État peut tomber faillite, est-ce que l'État peut tomber en faillite? Mais il ne faut pas qu'on nous raboutille les idées comme ça. Moi, je leur propose ceci, le chef de l'État n'a qu'à comprendre. Pour nommer les directeurs de société, il fait 3 propositions de noms. Il les envoie à l'Assemblée. Et c'est l'Assemblée va voter dans les 3 là, il va choisir un. Le jour où il fait mal, l'Assemblée le demain. Et il doit rendre compte. En ce moment, c'est qu'il a été élu par l'Assemblée, mais proposé par le chef de l'État. Ça se fait au Ghana ici à côté. Et ça fonctionne mieux. Et sinon, on ne peut pas comprendre qu'on nomme un directeur, du jour au lendemain, on nous dit que cette société est tombée faillite. Parce que, qu'est-ce qu'il fait? C'est lors des élections, il ramasse l'argent pour aller faire des compétitions de unir les consorts,
Et on dit, quand on rencontre, on dit que c'est pour la campagne, on a fait ceci, et puis on avance, et puis jusqu'à quand? Mais il faut qu'on se dise certaines vérités. Et puis pour finir, au niveau de la CNDH, ils n'ont qu'à comprendre qu'il est temps quand même qu'ils soient plus lumineux que ça. Hein? On ne peut pas faire un rapport et puis nous donner ce résultat, ce n'est pas si intéressant ça, hein, mais on a dépassé cette époque-là. Merci pour votre chaîne. Je vous en prie. Merci. Oui, le suivant déjà, bonjour. Bonjour. Oui. Pardon? Il y a trop de bruit autour de vous là-bas. Allô, Sylvain? Oui, monsieur Charles, bonjour. Oui, allez-y. Oui. Et moi, je voudrais parler de ces chefs d'État, des businessmen là. Il ne faut que faire des business. Les affamés, ceux qui ont faim sont au Mali. C'est eux qui réclament le départ de leur président qu'ils ont eux-mêmes élus. Donc, quand ces chefs d'État aillent là-bas pour que le président soit, que c'est élu démocratiquement, c'est eux-mêmes qui l'ont élu, c'est eux-mêmes qui leur demandent de partir. Donc, c'est eux-mêmes qui ont fait. Les affamés, c'est au Mali. Et pour ce qui concerne les pas vu des policiers là. Hier, moi, j'étais à Tilly. C'est pas que les chefs sont intervenus. Franchement, ça, hier, ça va barder à Tilly. Donc, il faut que un peu de courtoisie au niveau de nos soldats, quoi. Merci beaucoup. Okay, juste rappeler que nous sommes en état de droit et toutes les situations doivent être réglées selon la loi autant que possible. Voilà les autorités. Oui, le suivant déjà. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. C'est comment vie d'Abril Pozo. Ok, allez-y. Ok, mais pour ce qui s'est passé hier à TV, c'est pour ça que moi j'ai été venu. Ok, mais je ne sais pas comment les soldats ils reçoivent leur formation. C'est que il y a mon frère qui vend l'essence. Lui, il achète à station et puis il vend ça. Mais si le policier qui vient, il n'a pas vraie formation, il vient arrêter mon frère là. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais revolter contre lui. C'est qu'il faut qu'il reçoive vraie information avant de venir arrêter la personne. Ici, en Bois-Lait. Chade, comme la vie de Baguida est parti avant la fin de ses propos, un autre auditeur en ligne, bonjour. Oui, allô. Oui. Oui, c'est Pelé. Pelé, allez-y. Oui, bonjour le plateau. Bon, je voudrais intervenir concernant la loi qui a été votée au Bénin que la thérapie va reprendre. Oui. Bon, est-ce que ce qui se passe là-bas ne peut pas se passer ici? Parce que le RPT fonctionne avec l'administration. Il faut voir les directeurs généraux. Ils sont tous les vice-présidents de RPT Unir. Vous voyez, lorsqu'on va commencer par nommer des gens, allô? Oui, oui. Lorsqu'on va commencer par nommer des gens, on ne peut pas chercher à avoir qu'il faut faire des recrutements. Non, ça ne peut pas se passer. Vous prêchez dans le désert. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie, Pelé, encore un ou deux auditeurs, puis nous faisons le point ici entre nous. Je rappelle les sujets riches et variés qu'on a débattus aujourd'hui. Les bavures policières, la CNDH et toute autre question qui va intéresser sûrement l'auditeur suivant. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? Monsieur Fernand. Fernand? Oui. Ok, nous vous écoutons. Comment vous allez? Ah, Dieu merci, nous nous portons bien. Félicitations à tous ceux qui sont sur le plateau. Je vous en prie. Moi, ce qui me préoccupe, c'est les bavures policières. Ça, nous devons être tous unanimes là-dessus. Vous êtes les hommes de médias, nous sommes le peuple. Il y a les droits de l'homme et tout ça là. Je vais vous raconter quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans ce pays où les corps habillés, ils ne sont pas différents de nous. Peut-être les habits qu'ils portent. Ce sont nos frères, nos parents, nos voisins. Bien sûr. Nous faisons tous partie de la même famille qui est le Togo. Mais s'il y a d'autres personnes qui vont se permettre parce que eux, ils ont la force et ils vont utiliser cette force-là contre les civils qui n'ont rien du tout, alors là, il faut se poser des questions. Merci. Merci beaucoup. Vous avez fini? Donc, moi, je vous invite, vous les journalistes, à vraiment pencher sur ce dossier-là.
C'est ce que nous faisons au jour le jour. Nous sommes tous dans le même panier et chacun a son rôle à jouer. Vous avez, comment on dirait, vous avez l'opportunité, le privilège d'être sur les médias et c'est ce que vous devez dénoncer. Nous devons être unanimes, j'ai dit tout à l'heure, unanimes là-dessus. Quand le ciel est clair, la terre est visible. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon appétit à vous. Nous essayons de faire notre travail au quotidien, mais nous veillons à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous dénonçons les bavures, mais nous ne jetons pas tout le corps de la sécurité à la vindicte populaire. Nous prenons le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Comment vous allez? Nous nous portons bien. Je vous salue tous au studio. C'est monsieur? Je vous salue tous au studio. Merci, nous vous saluons aussi. Vous êtes... Merci, pas merveille. Tout juste, moi, je vais me rebondir sur notre pays, le Togo. Tout précisément, là, vous venez de dire un confrère qui venait de dire que Ibeka, il est en fonction de telle chose, qu'il n'a pas droit. Il n'a pas droit à dire telle chose. C'est pas du tout bon. Si la population s'est permis à élire un président de la République, et le président de la République, il tient toujours en fonction, et vous allez nous dire aujourd'hui qu'on n'a pas le droit de le destituer, qu'il a nommé comme président. C'est pas la population. Si c'est la population qui l'a nommé, la population a le plein droit à exercer son pouvoir le destituer. Oui, mais donc le problème, cher ami, c'est que la population avait élu le président dans les urnes. Maintenant, est-ce qu'on peut démettre par la rue celui qu'on a élu dans les urnes? Ok, si ça n'est ainsi, pourquoi Olympie était destitué de son fonction? Non, là c'est... Le vieux qu'on avait fermé la frontière contre lui, il était le président par intérim, non? Abbas Konfo ou bien qui là? Il était président par intérim. Il n'était pas en fonction avant qu'on l'a destitué? Non, personne n'a destitué Abbas Bonfo, s'il vous plaît. C'était pas Abbas Bonfo, celui qui était en voyage dessus Bénin, et puis on avait fermé le frontière sur lui. Non, ce n'était pas Abbas Bonfo, s'il vous plaît. Oui. Non, je dis, c'est le nom qui m'échappe. Eh bien, trouvez le nom, on verra si c'est le faux ou bien si c'est le vrai. Oui, quand même, il était en fonction, non? Il était président par intérim. Donc, il ne faut pas nous situer tout le temps dans le pays, on s'énerve sur certains propos tenir. Merci. Très amèrement. Merci. Ça ne nous honore pas. Le pays, le petit Togo, le pays, notre pays, cher pays, est en train de gangréner dans une misère donnée. Merci, cher ami. Nous nous excusons si nos propos vous énervent, mais notre devoir, c'est de vous informer et en canalisant l'information selon les lois de notre pays. Nous avons décidé que le Togo soit un État de droit, un État démocratique, et nous devrons nous référer à chaque fois aux lois de notre pays. Si c'est un peu dur ça peut être un peu dur à supporter, mais c'est la loi. C'est ce que nous essayons de faire au jour le jour. Eh bien, Germain Doubidji, vous avez écouté les auditeurs 1 minute. Non, je crois que la question qui est une des questions qui est revenue à plusieurs reprises, c'est la question des bavures policières. Je crois que sur ce point, il faut encore tirer sur la sonnette d'alarme par rapport à l'impact donc ces bavures ont sur la société, peut-être sur l'image. Mais tout à l'heure, on sait ce que la police fait, ce que nos corps habillés font de bon et qui sont salutaires. Mais il y a des grains de sable qui peuvent tomber dans le gari, comme on le dit. Donc, il faut veiller à cela qu'il n'y ait pas de ces éléments qui viennent entacher la bonne réputation de notre armée. Maintenant, par rapport à la question de est-ce que le peuple a droit ou non de destituer? Non, c'est le droit du peuple. Le peuple peut faire tout ce qu'il veut parce que c'est lui qui est souverain. Mais ce que nous disons, est-ce qu'il faudrait, par exemple, destituer un président qui a été élu directement après 2 ans et peut-être après 2 ans encore, destituer un autre président ou après 1 an et demi? Est-ce qu'il aura une stabilité pour notre démocratie? Donc, c'est une question peut-être à la fois philosophique, mais une question aussi juridique. Donc, il faut trouver les mécanismes pour voir qu'est-ce qui nous avantage, et donc c'est ce que nous disons. Merci. Primos, beaucoup d'éditeurs effectivement sont revenus sur cet aspect du débat aujourd'hui. Non, il y a un déficit démocratique en Afrique francophone de façon générale. Ça, il faut le reconnaître. Il y a un déficit
systémique en Afrique francophone. Donc, tous les pays en Afrique francophone, depuis 1990, n'ont pas encore réussi une alternance apaisée. Ça, c'est le constat général. Maintenant, cette histoire, tout président élu est élu par une fraction de la population. Et chaque fois qu'il y a mécontentement, on parle toujours aussi au nom du peuple. Pourquoi maintenant nous allons ouvrir un débat philosophique pour savoir qui est peuple ou qui n'est pas peuple? Moi, c'est seulement en Afrique francophone qu'on ouvre ce débat-là. Et le plus souvent, moi, ça me met à l'aise. Et ça me met mal à l'aise. Parce que tout ce qui part du peuple est peuple. Et comme disait Abraham Lincoln, vous ne pouvez pas tromper tout le peuple, tout le temps, mais vous pouvez tromper tout le temps une partie du peuple. C'est ça. Merci. Papoudio, d'autres auditeurs sont revenus sur la procédure idoine pour nommer les directeurs généraux des sociétés publiques. Oui, c'est ce que nous avons dit ici, c'est par rapport à ce qui se passe, les faits. Nous avons essayé de dire comment, selon nous, quand les gens sont nommés, comment ils fonctionnent, quand les gens sont recrutés, comment ça se passe, les difficultés, et on parlait des pesanteurs, on parlait également des lobbies qui sont autour des sociétés d'État et qui font que généralement les choses ne marchent pas bien. Alors je pense que finalement c'est un débat qu'on doit ouvrir de façon générale pour voir quelle est la méthode idoine pour nos États, pour faire fonctionner à merveille les sociétés qu'on crée au nom de l'État. Merci. Préparez vos cartons le temps que nous revenions à notre ami Napo Tiedré. Votre entreprise familiale entre Napo pour le lavage à sec de nos véhicules. Vous avez dit comment vous procédez, juste nous rappeler les contacts par lesquels on peut vous joindre. Oui, pour nous joindre, vous tapez le 91 75 79 26, le 91 44 11 97, le 91 75 79 26, soit le 91 44 11 97. S'il vous plaît, vous qui aviez vos enfants qui vous font souvent les entretiens, sachez que vous devez faire un traitement chaque fin du mois. Et également, sachez que le tableau de bord, pour ne pas rayer le tableau de bord, on travaille le tableau de bord à l'aide d'une serviette. Merci. Donc, vous tout nous ça faites là, on va toucher du doigt votre travail et surtout que vous êtes très mobile. On peut vous trouver un peu partout, dans les bars, vous pouvez venir travailler dans les services, même à domicile. L'essentiel, c'est qu'on arrive à vous joindre et vous entendez sur les termes de ce contrat. Nous vous souhaitons vraiment bonne chance, du succès. Merci, monsieur. Nous souhaitons vous revoir dans quelques années en une grande société. Grand merci à vous, monsieur Sass, et à la radio Canal FM. Merci. Germain Doubidji, votre carton de fin d'émission. Oui, le carton vert à la justice togolaise pour la gestion de l'affaire des vidéos obscènes de nos établissements. Merci. Eric Hugues Johnson. Je vais donner un carton vert aux évêques du Togo parce que ces derniers temps, on les a vus se mêler des affaires politiques, mais pour une fois, ils se sont véritablement penchés sur un fait social qui est l'homosexualité. Et donc, je pense que c'est un appel qu'il lance à l'État togolais de ne pas céder à la pression internationale pour valider la loi sur l'homosexualité dans notre pays. Merci. Vous l'avez écrit à votre page 3 de l'Union pour la Patrie. Nouvel appel d'encouragement des évêques au gouvernement togolais. Ne cédez pas à la promotion de l'homosexualité au nom des aides au développement. Primus Douche, votre carton. C'est un anniversaire en retard. Au père directeur de Vindanou pour le bon travail
qu'il a fait à toutes les générations qu'il a formées, y compris Kakonou. Bon. Merci. Et Donc, carton. Un conseil à mon jeune frère, fais trouver un numéro commercial, 90 10 20 20 ou bien quelque chose comme ça. Votre numéro est trop compliqué. Ok, merci à vous. Merci. Un carton vert plutôt, un carton blanc à la tête de ses cheveux. C'est au professeur Kofi Akpangana, le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche. Carton vert, mais qui vire plutôt au blanc à la couleur de ses cheveux. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, mercredi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Mais d'ici là et tous les jours, célébrez.